Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet que vous n'aimez pas du tout étudier, c'est la Terre. Et pourtant, c'est le T de SVT, les sciences de la Terre, c'est fondamental dans notre discipline. Et si ça ne vous revient pas, pensez quand même qu'il s'agit de notre maison. Notre maison, il faut qu'on sache à quoi elle ressemble et il faut la préserver absolument, c'est pour ça qu'il faut l'étudier. On a 3 questions à résoudre. La première, c'est quelle est sa structure ? Donc, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur du globe? Comment faire pour connaître l'intérieur de ce globe? Il y a une méthode très simple, je vais le faire comme ça avec les mains, il suffit de taper dessus. Vous entendez ce bruit? En fonction du son qu'on entend, on peut savoir si cette boule elle est creuse ou pas, et si elle n'est pas creuse, de combien de boules elle est constituée à l'intérieur, si elle est homogène ou hétérogène. Ce que je fais là avec les mains, c'est un séisme. Première chose à comprendre, quand un séisme a lieu quelque part, ce lieu est appelé le foyer du séisme. Par exemple, voilà, là, il y a foyer de séisme. Les ondes se déplacent jusqu'à vos oreilles. Vos oreilles, c'est le sismographe. C'est ce qui va enregistrer le son. Il y a un délai entre le moment où je tape et le moment où vous l'entendez. D'accord ? Ce délai, c'est le temps que vont mettre les ondes pour aller jusqu'à vos oreilles. Dans l'air, ça s'appelle la vitesse du son. C'est 340 mètres par seconde, ou Mach 1 si vous voulez. Mais dans les roches, ça va beaucoup plus vite. La vitesse des ondes est de l'ordre de 5-6 km par seconde. C'est extrêmement rapide. D'accord ? Et quand on place un sismographe à distance d'un séisme, eh bien, voilà ce qu'on enregistre. Ici, je vous ai tracé un petit graphique là qui marque l'amplitude d'une onde, c'est-à-dire sa force, c'est-à-dire le petit stylo là qui va noter les ondulations du sol. Et ça, c'est le temps. Un séisme a lieu à un temps qu'on va dire là ici au niveau 0, là comme ça. Il va mettre un certain temps à arriver au sismographe et tout d'un coup, on enregistre ça. Une grande vibration du sol et un premier train d'onde qui arrive. Ce premier train d'onde est appelé P pour onde première. Et puis, un deuxième train d'onde arrive. Il est plus ample, plus puissant, plus destructeur, mais plus lent. Ce train d'onde est appelé onde S, pour seconde. Elles arrivent en deuxième. Dans les années 1910, un géophysicien, avec un nom très difficile à prononcer, il s'appelait Morovičić. Il était croate ou yougoslave, enfin bon, il travaillait dans les Balkans, quoi. Et on abrège son nom en Mo. Ça vous parle ça, le Mo? Eh bien, Mo fait des enregistrements de trains d'ondes comme ça. Et lors d'un séisme, il va enregistrer quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et c'est une découverte fondamentale en fait. Regardez, je vous l'ai fait sur ce graphique qui est là. Alors ça, c'est un graphique inversé. Ici, le temps est en ordonnée et la distance est en abscisse. Ce qui fait que les droites qui sont là vont avoir des pentes qui seront l'inverse d'une vitesse. Bon, vous compliquez pas la vie. En gros, plus la pente de la droite, plus le coefficient directeur de la droite est faible, plus la vitesse est grande, puisque c'est l'inverse de la vitesse. Bon. Et je vous ai mis en croix, avec des petites croix blanches là, les temps d'arrivée des ondes sismiques, ondes P, uniquement les ondes P, en fonction de la distance au séisme. Là, ici, on va jusqu'à 500 km. Et ce qu'on constate, c'est que plus on est loin du séisme, plus le temps que vont mettre les ondes pour arriver est grand, c'est proportionnel, c'est normal, c'est juste le temps d'arrivée lié à la vitesse. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pas ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je vais le mettre en rouge, c'est que Mo va enregistrer un deuxième train d'onde P, juste après le premier. Je vais l'indiquer avec des croix rouges. Alors regardez, au début, ce deuxième train d'onde P arrive en retard, légèrement. Et au bout d'un moment, les deux trains d'onde arrivent en même temps. Et ensuite, le deuxième train d'onde, au lieu d'arriver après, il arrive avant. Avant. C'est-à-dire qu'il a, ce deuxième train d'onde P, une vitesse plus grande. Il accélère. C'est une onde P qui manifestement est allée plus loin puisqu'elle arrive après. Mais c'est accéléré au cours du temps, donc elle a dû rentrer dans des matériaux plus denses, différents des premiers. Bon. Comment on explique ça? Comment on explique qu'en un point donné du globe, vous avez un séisme là, vous avez le sismographe là, et on enregistre un premier train d'onde? Donc il a fait ça en fait, il allait directement au sismographe. Mais pourquoi il y en a un deuxième qui arrive un peu après? Il vient d'où le deuxième? Vous savez? Bon, normalement oui, si vous avez suivi un cours déjà. Eh bien en fait c'est une onde qui est allée à l'intérieur de la Terre et qui a rebondi
sur une surface de discontinuité, qui est aujourd'hui devenue célèbre. On l'appelle Moho, du nom de son découvreur, cette surface. C'est la base de la croûte terrestre. En fait, le train d'onde P numéro 2 a rebondi sur la limite entre la croûte et le manteau qui se trouve en dessous, okay, et est retourné vers la surface. Et il arrive après au début, parce que le temps qu'il fasse ça dans la croûte, évidemment ça l'a ralenti vu qu'il a dû faire plus de distance. Mais quand on est très loin, d'une certaine distance, ces trains d'onde P vont rentrer dans le manteau, puis ressortir, puis revenir au sismographe où on l'enregistre. Et quand ils rentrent dans le manteau, c'est là que les ondes accélèrent. Dans le manteau, ça va plus vite. Et si ça va plus vite, ça veut dire que les roches qui sont dans le manteau ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y a dans la croûte. D'accord ? Leur nature, la nature des roches est différente, et puis la densité de ces roches est différente. Ok ? Je vais, avant de vous donner le nom des roches, parce que c'est pas ça qui m'intéresse ici. Là, je m'intéresse qu'à la structure, d'accord ? Je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez ça, parce que ça, c'est vraiment fondamental. Okay ? Le train d'onde qui arrive en blanc, là, le premier, il part de ce qu'on appelle le foyer du séisme. Alors là, on va imaginer un séisme qui est proche de la surface. E, c'est pour épicentre, hein, c'est le point de surface qui se trouve sous le foyer. Mais là, on va imaginer que le foyer est carrément en surface. On n'a qu'à dire que c'est une bombe qui a explosé là en surface. D'accord ? Le premier train d'onde P qui part de E et qui arrive à la station S, en fait, a emprunté la surface, c'est-à-dire le trajet le plus court. Ça, c'est ce qu'on appelle les ondes P directes. D'accord ? Mais il y a un train d'onde P qui est parti en profondeur. En fait, il y a des trains d'onde P qui sont partis partout dans l'espace, en profondeur et même au-dessus du sol. D'ailleurs, ça va être le bruit qu'on entend. Hein. D'accord ? Et si on calcule bien, une onde qui part comme ça, qui se retrouve à équidistance là d'un point entre E et S, remonte pile au niveau du sismographe, sachant les lois de Descartes. Alors attendez, je vous le fais là comme ça, ici. Là, j'ai un angle droit ici, et cet angle-là est égal à cet angle-là. On a deux triangles là, identiques, et tête bêche là, comme ça. Ça veut dire que, sachant la vitesse de l'onde P, c'est 5,6 km par seconde, quelque chose comme ça, connaissant cette distance, la delta, entre E et S, et sachant le temps d'arrivée décalé de l'onde dite P réfléchie, là, eh bien je peux en déduire via un calcul simple et le théorème de Pythagore. Je ne vais pas vous faire le calcul en direct, ça va prendre trop de temps, je vais vous perdre en plus, mais vous l'avez fait en classe ça. On peut en déduire la profondeur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moho. Voilà. Et normalement, vous le connaissez, pour une croûte continentale moyenne, c'est 30 km. Voilà. Ça, faut le connaître par cœur. 30 km, c'est la profondeur du Moho moyen pour une croûte continentale. On y reviendra plus tard dans d'autres vidéos, mais ça, c'est à géométrie variable. En fait, ce Moho, il est comme ça. Hein. Et mais bon, dans tous les cas, voilà le calcul historique qui a permis de montrer que la Terre est constituée d'une enveloppe superficielle qu'on appelle la croûte. Ça, c'est la croûte, elle fait environ 30 km, d'accord ? Et en dessous, il y a une autre couche qu'on appelait manteau, okay, et qui est constituée d'autres roches plus denses, plus dures, qui font que les ondes sismiques, quand elles rentrent à l'intérieur, là, elles accélèrent. Alors regardez ce que ça fait. Quand une onde va rentrer à l'intérieur, on dit que l'onde est réfractée. Alors elle va rentrer comme ça. Tac. L'angle ici est plus petit, ça veut dire que la vitesse augmente à l'intérieur du matériau qui est là en dessous. Bon, je vous le donne, ça, je vous donne les noms des roches. Hein. Ça, c'est du granit. Okay, c'est la roche principale de la croûte continentale. Et là en dessous, c'est de la péridotite du manteau. Dans la péridotite du manteau, soudain, les ondes P, dites réfractées, accélèrent. Et du coup, on a un angle comme ça plus petit, ce qui fait que de proche en proche, là, si je me place à l'intérieur du globe comme ça, là, quand une onde est émise, elle va pas aller tout droit, comme ça, elle va aller en oblique, comme ça. C'est-à-dire que si je fais l'épicentre ici, et je mets un sismographe loin là, ici, comme ça et comme ça. Là, on est à l'échelle du globe, hein, donc c'est énorme. Hein, okay. On enregistre les trains d'onde jusqu'aux antipodes de la planète. Hein. En Australie, on entend un camion qui passe sous le tunnel de Mont Blanc. Oui, oui. Donc, le train d'onde P va faire comme ça. Voilà. Il n'arrête pas de faire des petits angles, et c'est pour ça qu'il est courbe. Okay. Et bien là, on vient de découvrir la première enveloppe de la planète. Voilà, et ça c'est fondamental, on est en 1909. Donc ici sur mon schéma bilan, je vais commencer tout de suite à le compléter. Ici, vous commencez par penser à ça. Il y a la croûte là, dont l'épaisseur pour la croûte continentale est
de 30 km, je le dessine en rouge comme ça, donc 30 km d'épaisseur là. Il y a une autre croûte, la croûte dite océanique, okay, je vous dirai ce que c'est dans une autre vidéo. Cette croûte océanique, c'est plutôt 7 à 10 km maximum, elle est un peu plus fine. Donc ça, c'est la croûte océanique, et ça, c'est la croûte continentale. Voilà. Et en dessous, on a ce qu'on appelle le manteau. Donc le manteau, ça va jusque là. Voilà. Ça va jusqu'à 2900 km. C'est en gros la moitié de la Terre, quoi, hein, en termes de profondeur. Et en dessous, on verra après ce qu'il y a. Oui, parce que quelque chose d'à nouveau extraordinaire se produit quand on enregistre un séisme. 2 événements majeurs. Alors les voici. Le premier, c'est que quand un séisme a lieu quelque part près de la surface, là je vous indique l'épicentre d'un séisme, un point random du globe, là comme ça, on enregistre les trains d'ondes P, d'abord ici, ensuite là, en fonction de la distance, plus on est loin, plus on va devoir attendre un peu longtemps. Mais il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui se produit à un moment donné. Là ici, on s'attend à avoir, alors l'onde P, elle est 1 là, 2 là, 3 ici. On s'attend à avoir la prochaine ici, d'accord? Et en fait, au lieu de l'avoir là, paf, paf, on la reçoit ici. Donc je fais en 1, on la reçoit là, en 2, on la reçoit là, en 3, je la reçois là, en 4, je la reçois ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que là, j'ai toute une zone où je ne reçois pas les ondes P? On l'appelle la zone d'ombre. Eh bien, c'est tout simple. C'est qu'à l'intérieur du globe, il y a une enveloppe, là. Cette enveloppe, elle réfracte les ondes P quand elle rentre à l'intérieur, là. Elle les fait aussi rebondir et tout ça, hein. Mais dans tous les cas, elle les dévie de telle manière que les ondes se retrouvent projetées à l'autre bout de la planète. C'est comme ça qu'on a su qu'à l'intérieur de la Terre, il y avait un noyau. Voilà, le noyau qui se trouve à 2900 km, hein, tous les calculs ont été faits, c'est l'enveloppe interne. D'accord ? Et puis alors là, il se passe un truc encore plus dingue. Déjà, ça c'était incroyable. Mais en plus, après, le train d'onde 5, on va le recevoir là. Paf, paf. Ici. Ce qui fait que la zone d'ombre, en fait, elle est toute petite, elle est là. Hein. Ça se calcule en degrés d'angle, on est environ à 100 degrés à peu près. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a encore autre chose. À l'intérieur, j'ai une enveloppe dans l'enveloppe. Dans le noyau, j'ai une graine. On appelle ça le noyau interne. Donc là, ici, j'ai une graine et un noyau externe. Ok ? Ça, c'est tout à fait incroyable. Voilà ce que les ondes nous permettent, les ondes sismiques nous permettent de démontrer. C'est super, ça. Hein ? Mais il y a mieux que ça. On peut dire aussi quel est l'état de la matière dans ces enveloppes. Alors l'état, c'est quoi ? C'est solide, liquide, gazeux. D'accord ? Et pour le savoir, ça, il faut considérer ce qu'est une onde P et une onde S. Une onde P, c'est une onde qui avance d'avant en arrière, comme ça. Okay ? Elle va très vite. Parce qu'elle va dans le sens du mouvement. Une onde S, c'est une onde qui cisaille. Elle fait comme ça. Elle part de gauche et de droite. Dans un liquide, une onde P, elle continue à avancer comme ça. Par contre, une onde S, elle ne peut pas avancer. Une onde S, elle part comme ça, pouf. Mais il n'y a rien qui lui permet de rebondir, donc elle ne revient pas, donc elle s'arrête. Une onde S, ça ne peut pas passer dans les liquides. Ni dans les gaz d'ailleurs. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Les ondes que vous entendez là, c'est des ondes sonores, c'est des ondes P. Hein ? Pas les ondes S. Les ondes S, on ne les entend pas. Et il se trouve que, là je vais faire le schéma pour les ondes S, donc vous avez le même épicentre, là, au même endroit. Les ondes S sont reçues là en 1, en 2, en 3. Et là, attention, paf, on n'entend plus rien. De l'autre côté de la planète, rien. La zone d'ombre, c'est toute la moitié du globe. On n'entend rien de l'autre côté de la planète. Pas d'ondes S, jamais. Comment ça se fait ? Alors ? Oui, si vous avez compris, ça veut dire que le noyau, il est liquide. Voilà. Et par contre, si le noyau est liquide, le manteau, lui, ne l'est pas. Hein, ni la croûte d'ailleurs. Donc ça veut dire, ça c'est fondamental. Hein. Ça c'est solide, tout le manteau c'est solide. Par contre, le noyau, il est liquide. Là. Alors, il est liquide dans sa partie externe, ici. Par contre, dans sa partie interne, il est à nouveau solide. Alors, maintenant, on va enfoncer le clou une dernière fois, et c'est le dernier effort que je vous demande là. Ça, c'est bien.
vous comprenez avec les mains comment se déplacent les ondes et tout ça. Mais on peut étudier de manière plus précise avec des calculs, qu'on va pas faire, hein, on va juste regarder le résultat, la vitesse des ondes à l'intérieur des enveloppes là, du globe terrestre. Parce que la vitesse va nous renseigner sur plein de choses. Je vous rappelle déjà que si les traits là que je trace sont courbes, c'est parce que la vitesse augmente avec la profondeur. D'accord ? Ça veut dire que je peux tracer un graphique de la vitesse des ondes sismiques, il est là en kilomètres par seconde, en fonction de la profondeur dans le globe. Ici, on est à 6400 km. Donc là, ça c'est le noyau, là, on est à l'intérieur du noyau, là, ok, d'accord ? Et ici, c'est la surface. Ça va ? Surface, profondeur, d'accord ? Ça, c'est la vitesse des ondes. Je vous ai mis en bleu les ondes P, et en rouge, on va faire les ondes S. C'est super important, essayez de suivre ça. Donc dans un premier temps, les ondes P ont une vitesse de 5,6 km par seconde. C'est la vitesse dans la croûte. Okay ? Un saut de vitesse apparaît à 30 km de profondeur. Pouf, on augmente tout d'un coup. C'est ce saut de vitesse-là, hein, c'est le MOO là. Okay ? Donc là, quand on passe le MOO, la vitesse des ondes augmente. Ça, vous avez compris ? On passe dans le manteau dont les roches ont une densité supérieure, etc. Et la vitesse des ondes, après, on s'attend à ce qu'elle augmente encore. Eh bien non, elle n'augmente pas, regardez bien, c'est fondamental, la vitesse des ondes diminue. Avant de réaugmenter mollement, là, comme ça, et après de franchement augmenter. Cette zone, là, où la vitesse des ondes P, au lieu d'augmenter, ce qui serait normal, puisque quand on s'enfonce en profondeur, la pression des roches augmente, la densité des roches augmente, et donc la vitesse devrait augmenter. Elle n'augmente pas, elle baisse. On appelle ça la zone de faible vitesse. On dit aussi LVZ, c'est-à-dire Low Velocity Zone. C'est une zone où la vitesse des ondes ralentit. Pourquoi ? Eh bien parce que les roches du manteau, la péridotite, là, elle devient molle, entre guillemets. Parce qu'en fait, on dit en grec asténos, ça veut dire qu'elle ne tient plus, elle est sans résistance. A privatif, sténos c'est tenir, et bien asténos c'est ne tient plus, n'a plus de résistance. On dit que le manteau devient ductile ou plastique. Hein. Alors attention quand même, hein. Il n'est pas totalement mou ce manteau. En chiffres, l'asténosphère, donc on appelle comme ça, c'est une roche qui est 1 million de fois plus dure que la glace. 1 million de fois plus dure que la glace. Vous imaginez ? Donc c'est vraiment une roche en fait très très dure, mais on est en géologie, les ordres de grandeur n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en surface, donc on considère que c'est une roche molle. Autrement dit, dans la zone des moindres vitesses, là, on a un manteau mou, on l'appelle asténosphère, d'accord ? Mais ça veut dire qu'au-dessus, on a un manteau rigide. Ce manteau rigide, on l'appelle lithosphère. La lithosphère, c'est la partie supérieure du manteau qui est rigide et qui va, alors ça c'est un choix conventionnel, englober aussi la croûte terrestre. Donc, pour que ça soit bien clair, la lithosphère, c'est la croûte plus le manteau supérieur qui est rigide. Donc ça fait ça. Comme ça, je vous le mets là, ça c'est la lithosphère. Voilà. La lithosphère, c'est un ensemble découpé en plaques d'ailleurs, hein, c'est ça, la tectonique des plaques ne s'exerce que sur la lithosphère en fait, c'est un découpage de cette lithosphère. C'est la croûte plus le manteau rigide qui lui est accroché juste en dessous. Okay ? La profondeur, c'est une centaine de kilomètres sous la croûte continentale et 70 km sous la croûte océanique. C'est-à-dire que sous la croûte continentale, c'est un peu plus épais et sous la croûte océanique, un peu plus fin. En dessous, toujours solide mais plus mou, j'ai l'asténosphère. L'asténosphère, c'est la zone où la vitesse des ondes est plus faible. La vitesse des ondes est plus faible parce que le manteau est mou, parce qu'il est chaud et mou. Okay ? La limite du coup, le trait vert là, c'est une limite de chaleur. C'est une limite à partir de laquelle la roche devient molle. On dit, c'est l'isotherme, 1300 degrés. Okay ? Alors selon les livres, c'est 1250 degrés, des fois c'est 1300 degrés, des fois c'est 1400 degrés. Bon, environ 1300 degrés. En fait, c'est ça, cette limite-là. Parce que par contre, la roche est la même. Hein. La roche est toujours de la péridotite. Okay ? Et puis à un moment, quand la vitesse augmente franchement, on a encore une limite, on dit qu'on est dans le manteau inférieur, qui est aussi ductile, au fait, et qu'on appelle la mésosphère. La mésosphère, c'est le manteau inférieur, qui est aussi ductile. Alors je vous mets ce qui est ductile. Ductile, c'est ça et ça, ductile. C'est super important ça. Hein. On en reparlera pour la tectonique des plaques, mais si ce manteau n'était pas ductile, il n'y aurait pas de tectonique des plaques, hein, la planète serait immobile. D'accord ? Alors qu'au-dessus, c'est rigide. Voilà, très bien. En dessous, le noyau qui est là, le noyau externe, donc on l'a dit, il est liquide.
Voilà. C'est du fer fondu avec des atomes qui bougent dans tous les sens. Et ce fer fondu qui bouge dans tous les sens, ça donne le champ magnétique terrestre. C'est ça qui oriente nos boussoles dans un sens sud-nord et une direction donc nord-sud. Okay, et qui parfois s'inverse d'ailleurs, mais on en reparlera plus tard quand on verra la tectonique des plaques. Et puis il y a la graine solide au fond, là. Je vais noter graine, on dit aussi noyau interne, qui est solide. Et tant que la planète a encore de l'énergie, qu'elle est encore chaude, cette graine n'a pas pris tout le noyau. Mais à terme, la graine constituera l'ensemble intégral du noyau. Ça veut dire que la planète sera froide, elle sera à ce moment-là morte. Okay, et si elle est morte, elle ne sera plus habitable. Voilà. Mais vous inquiétez pas, la chaleur interne, on en a encore pour au moins 5 milliards d'années. Et d'ici là, le soleil aura explosé lui-même. Donc, de toute façon, on ne sera plus là pour voir ça. Bon, voilà, vous avez compris, hein? On résume, en gros, la Terre, c'est une croûte attachée à une partie de manteau qui est rigide, on appelle ça la lithosphère, découpée en plaques. Okay. En dessous, c'est l'asténosphère et la mésosphère qui sont en fait une partie de manteau qui est molle, qui permet les mouvements, qui permet ce qu'on appellera la convection un peu plus tard, on le verra après, d'accord? En dessous, il y a le noyau, et le noyau ne se mélange par contre jamais avec le manteau. Il n'y a pas d'échange là entre cette partie-là et cette partie-là. C'est vraiment 2900 km, c'est vraiment la limite là fondamentale. On appelle ça aussi la couche des secondes là, juste en dessus de cette limite, c'est la zone où on arrête la tectonique des plaques. Mais on en reparlera plus tard ça. Voilà, en dessous, donc le noyau et la graine, c'est le centre de la Terre, et voilà. Parfait, pour cette première vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour la suivante.